Donc voilà. Il y a Tonton Bar qui nous a dit on a vu comment Oda aime les théories du complot. Il y a moyen qu'on parte full à Anunnaki et UFO. Ouais, mais c'est ça. Hein. Moi, c'est le côté origine. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se pose des questions sur nos origines. Donc, tu as parlé des Anunnaki. Et il y a une espèce de théorie sur les faits que. Mais, après, je dis espèce de théorie, mais c'est pas péjoratif. En vrai de vrai, c'est des théories qui sont vraiment fondées. On a donc les peuples sumériens qui vénéraient des dieux venus des cieux. Et ça, c'est très présent dans toutes les religions et dans tous les mythes. Des dieux venus des cieux et qui auraient créé l'humanité pour les servir, les aider à se développer et tout. Il y en a qui voulaient cohabiter, mais ça c'est vraiment IRL, hein, qui voulaient cohabiter avec l'humanité et d'autres qui voulaient les asservir. Et ça fait vraiment écho entre Joy Boy qui veut la liberté des gens et Imsama qui veut contrôler ces gens-là, les considérer comme des insectes. Donc on a vraiment des parallèles vraiment étroits entre ces théories-là et les autres théories. Ensuite, on a les continents cachés, c'est-à-dire que les continents submergés, comme le pays de Mu, les Mouria ou même Atlantide, qui, pareil, c'était des royaumes, je dirais, fictifs, mais qui avaient un rapport étroit avec les dieux, tu vois. Dans les mythes anciens, on raconte qu'il y avait des dieux Atlantides, les Atlantes, qui étaient hyper développés technologiquement, etc., etc. Donc tout rentre dans les cases, tu vois. Donc est-ce que Oda est parti aussi loin? Est-ce qu'il s'est arrêté à l'Atlantide avec technologie hyper grande, ou est-ce qu'il est parti beaucoup plus loin et qu'il a remonté aux origines même de l'humanité avec les peuples sumériens, les Anunnaki, etc., etc. Surtout que les Anunnaki, pardon, c'est le genre de mythe qui pour moi a le plus d'importance parce que c'est les plus anciens, c'est ce qui a même inspiré tous les autres, on va dire. Et pourtant, c'est celui qu'on voit le moins. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vous dis c'est quel le mythe le plus célèbre. On va sûrement me dire, ouais, c'est les dieux grecs, tu vois, ou les Vikings, ou même les Romains, tu vois. Alors qu'il y en a plein d'autres, il y a les Mayas, les Incas, les Aztèques, il y a même les Sumériens, comme on dit, les Anunnaki, et tout ça, c'est les moins connus. C'est vraiment quand tu as fait le tour des autres que tu vas te diriger vers cela. Et Oda, on sait déjà, c'est ça aussi, Oda, on sait déjà qu'il s'est inspiré des cultures sumériennes. Pourquoi? Parce que rappelez-vous Alabasta. À Alabasta, on a une espèce de terre surélevée avec des grands escaliers qui montaient jusqu'à Alubarna. Donc Alubarna, si je me trompe pas, non, je sais pas si c'était la capitale. En tout cas, qui remontait jusqu'à la capitale, et c'est là où il y a eu les combats Zoro d'Asbonès, la bombe qui explose, la grande guerre civile et le palais royal, pardon. Donc, quand on comprend ça, on sait qu'en fait, ça, cette manière d'architecture de surélever au-dessus des choses, la ville, la capitale, ça, c'est une inspiration sumérienne. Ça, c'est des grands temples sumériens qui datent vraiment d'il y a très très longtemps, bien avant les Égyptiens, bien avant. Donc, quand on prend ça en compte, on sait qu'il y a des inspirations d'Oda. C'est-à-dire que c'est pas comme si Oda, il s'intéressait pas à ça et on l'a jamais vu poser quelque chose dedans. Donc, ça va être dur de ramener des choses de ce type-là, de cette mythologie-là. Sauf que là, on voit il s'est déjà inspiré de ces types de temples sumériens. Et en plus de ça, il les a intégrés il y a très très longtemps. Donc s'il pensait ça, à la Basta, c'était quand il y a 20 ans. C'était à 20 ans, peut-être un peu plus. Quand on comprend ça, on comprend que dès son plus jeune âge, j'ai envie de dire, il avait déjà dans la tête ce genre de mythe. Donc si on prend conscience de ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se peut qu'il s'est informé suffisamment. En 20 ans, je pense qu'il a eu le temps de s'informer sur les Anunnaki. Peut-être qu'il l'avait déjà fait avant même de commencer le manga. Mais là, on comprend qu'il y a des inspirations de ce peuple-là. Donc les Anunnaki qui viendraient du ciel, qui auraient créé les humains pour les asservir, la manière dont les Tenryubito traitent les humains d'insectes, peut-être qu'ils les traitent d'insectes parce que c'est des choses qu'ils ont créées, tu vois. Et de l'autre côté, les Dji qui veulent absolument la liberté et cohabiter pourraient exactement comme IRL accueillir d'une manière accueillante, hein, tout simplement, les peuples venant des cieux pour les faire venir sur Terre. Exactement comme, par exemple, les Chandia à l'époque, quand on voit Kalgara dans le flashback de Skypiea, on voit qu'il parlait de sa cité, il parlait des dieux de la pluie, dieux du soleil, dieu de la forêt, dieu de la terre. Donc pour moi, tout ça, ça a du sens.
Tout ça, ça a du sens parce qu'ils avaient un profond respect pour eux, ils les adulaient, ils les priaient, quoi, tout simplement. Donc voilà, quand on a pris tout ça en compte, on peut se dire qu'il y a quand même énormément d'inspiration. Donc après, il y a aussi Babylone, je ne l'ai pas cité, mais c'est vrai qu'il y a eu des inspirations dans One Piece de Babylone. Donc à voir. Lors de la guerre en Irak, un des premiers trucs que les USA ont récup, c'est les tablettes sumériennes. C'est ouf quand même. Ouais, mais après, le pouvoir, c'est le savoir. Donc je pense que ils savent ce qu'ils ont pris. Mais de toute façon, ça ne les a pas servis parce que ça les a pas empêchés de pouvoir comprendre et développer, décrypter. Ça n'a pas empêché les scientifiques de parler justement de toutes ces tablettes et de tous ces mythes. Donc effectivement, c'est bizarre de la part des USA, mais d'un côté, c'est logique, le pouvoir, c'est le savoir. Alors, limite, t'as l'impression qu'ils sont partis en guerre pour ça. Ami conspi, bonsoir. Je pense pas que c'était pour ça, honnêtement. Connaissant l'humanité, je pense que c'était clairement pour le pétrole. C'était clairement pour les intérêts, financiers, les intérêts de contrôle monétaire. Pourquoi ? Parce que le pétrole qui est adossé à l'US dollar, tu vois, ça fait en sorte d'avoir un contrôle sur les prix et ça fait en sorte aussi de donner de la force au dollar. Et si jamais tu trouves quelqu'un qui peut vendre du pétrole beaucoup moins cher et qui va fricoter avec d'autres pays, et ben ta monnaie, elle va plus baisser, ça va être la moins utilisée. Alors qu'aujourd'hui, pour acheter du pétrole, on passe par le dollar, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça, les intérêts commerciaux, les intérêts politiques et les intérêts de contrôle des marchandises. Donc ça ne m'étonne même pas. Et après, est-ce qu'ils sont partis là-bas pour ça ? Non, je pense pas qu'ils sont partis pour ça, mais je pense que c'était une raison de plus pour y aller, tu vois. Alors, rien à voir, mais on a vu Foxy pendant le message de Vegapunk. Je me demande s'il n'y a pas un truc en rapport avec le David Backfight. Je me demande si Joey Boy n'a pas perdu Zunisha et le robot en Nijon. Le David Backfight, ce qui pourrait avoir une origine... Ouais, je crois que oui. Je crois que ça a été dit dans le manga, comme quoi le David Backfight, ça a été développé à l'aube de la piraterie. Tout au début de la piraterie, on y a toujours joué. Tu vois. C'est comme si c'était quelque chose qui a toujours été dedans. Donc, le robot géant... je pense pas. Zunisha, je pense pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Zunisha, pour moi, il était petit à l'époque. Il a quand même 800 ans, voire plus. Donc je pense qu'il a grandi entre-temps. C'était pas la même personne. Et le robot géant... Je pense que le robot géant... Non, je pense pas qu'il l'aurait perdu. Parce que le début Backfight t'oblige à rejoindre un autre équipage et d'obéir à cet équipage, tu vois. Et tu dois te plier à ça, tu vois. Alors qu'en vrai, le robot géant n'a jamais trahi Joey Boy d'une certaine manière parce que il a attaqué il y a 200 ans Marie-Joie et là encore il attaque Marie-Joie. Donc s'il les aurait perdus, je pense qu'il serait dans l'autre camp. En tout cas d'un point de vue logique. Après c'est comme ça qu'on parle de règles du David Backfight, donc je sais pas trop, mais d'un point de vue logique c'est ça. Si t'as un honneur de pirate, tu vois, t'es obligé de suivre ces règles-là. C'est comme le Jolly Roger, tu dois le protéger malgré que ce soit juste un bout de tissu, tu vois. Donc à voir. Après pour moi, je pense que c'est possible. Après le David Backfight, pour moi, il y a vraiment un intérêt dans le manga, parce que s'il a dit qu'il était là depuis très très longtemps, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça veut dire que dès le début on y jouait. Ça m'étonnerait même pas, par exemple, que Xebec y jouait justement pour récupérer des membres d'équipage, mais que ce soit beaucoup moins enfantin qu'on l'a vu, tu vois. Que ce soit plus des combats à mort, ou même des jeux de pirates réels, tu vois. La roulette russe, des trucs comme ça, tu vois. Je vois bien ça, tu vois. Je vois vraiment bien ça. Donc voilà, on va faire le tour, on va s'arrêter là. Je crois que je voulais faire un petit... Si j'ai le temps, je vais faire ça. Je voulais parler d'un petit peu des commentaires YouTube, parce qu'il y a pas mal de trucs qui se passent. Je pense que vous allez kiffer. Donc, récapitulatif du petit chapitre qui arrive, énormément d'informations, on approche. Donc on a quoi ? Vegapunk qui parle des gens. Donc on a parlé de ça, tous les gens vont être au courant, on va sûrement voir la quasi-totalité des personnages un petit peu importants dans le manga, même des randoms et tout, tu vois, mais qui ont eu une interaction avec Luffy par rapport au message. On va les voir réagir par rapport au message, ça pour moi c'est une certitude. Et c'est la première étape avant la guerre finale où chaque personne va pouvoir intervenir carrément dans la guerre finale. Donc ça c'est une des premières choses. Ensuite, on a Imu qui regarde avec insistance une autre femme qui ressemble à Vivi. Donc cette femme, ça doit être Lily. Et Lily, justement, ça doit être sûrement son amour d'il y a 800 ans. Et le fait qu'elle soit morte
le détruit peut-être psychologiquement depuis tout ce temps. Et le fait qu'il ait vu Vivi revenir à la vie, pour lui, c'est peut-être une occasion de pouvoir se marier avec elle ou quelque chose comme ça. Et si je me trompe pas, si Lily était quelqu'un de bien, parce qu'elle a transmis les poneglyphes et tout, pour moi, clairement, si elle voulait se marier avec lui, c'est sûrement pour qu'il arrête la guerre du monde entier et qu'ils arrêtent de détruire le monde entier. Pour moi, c'est clairement à cause de ça. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, on a Vegapunk qui raconte qu'une partie de Mother Flame lui a été volée et qu'elle a servi à alimenter une arme antique. Une arme antique, les gars. Donc là, déjà, ça donne énormément d'informations. Donc je sais pas vraiment si c'est réellement une arme antique ou si c'est juste une arme qui a été utilisée dans l'Antiquité. Et du coup, il l'a appelée arme antique. Mais pour moi, si ça a été dit, c'est que franchement, c'est validé. C'est-à-dire que vraiment, l'arme antique, c'est ce qui a détruit Lulusia. Et en fait, on comprend pourquoi l'arme antique, elle n'a pas été utilisée avant. C'est parce qu'elle n'avait pas l'énergie de Mother Flame. Ça explique tout aujourd'hui. Ensuite, les discussions philosophiques sur Edison et Stussy, donc ça va être pas mal. On a York aussi qui est surprise que Vegapunk découvre le vol de Mother Flame et Vegapunk a été chaud. Vegapunk a fait son taf, il a fait son message, il a transmis sa volonté entre guillemets, il a réussi à décoder tout ce qui se passait derrière son dos. Franchement, masterclass de Vegapunk. Ensuite, on sait qu'elle a découvert l'emplacement du diffus escargophone et que du coup elle a appelé les doyens pour lui dire. Et ça veut dire que là, les doyens vont bientôt couper le message. On n'aura pas la fin du message, comme prévu. Tout se valide, je suis trop content. Et après, on va sûrement avoir des petites informations de est-ce que Luffy et tout l'équipage vont réussir à s'enfuir pendant ce laps de temps, ou est-ce que le robot géant a encore une tâche à accomplir, et que du coup, Luffy et potentiellement les autres pourraient rester pour défendre le navire pour qu'il puisse s'enfuir, et que Luffy trouve un autre moyen de s'enfuir. Parce que si je vois Luffy, Zoro et Sanji ensemble, je pense qu'eux, ils pourraient survivre et s'enfuir en volant un navire de la marine et tout. Ils sont tout à fait capables. Bon, ils savent pas gérer, ils savent pas se diriger, mais bon, je pense qu'ils vont s'en sortir, ils vont s'en sortir. Donc voilà. Et après, on a donc Vegapunk qui dit qu'il y a beaucoup de mystères concernant le siècle oublié et qu'il y a un groupe qui avait tout découvert, donc Roger, et ça c'est ouf, le monde entier vont savoir que Roger était au courant de tout ça bien avant tout le monde, et je sais pas quel impact ça va avoir. Est-ce que les gens vont détester encore plus Roger parce qu'ils vont dire ouais, il nous a même pas prévenu, il nous a même pas aidé, ou est-ce qu'ils vont le considérer comme un héros parce que il a découvert l'impensable, tu vois, il a découvert ce que personne n'avait découvert avant. Donc à voir. Ensuite, on a l'apparition de Rayleigh qui pourrait être pas mal pour la fin du manga. Donc voilà, vous avez aussi mes petites théories sur le fait que que Uranus pourrait être une soucoupe volante qui permettrait le voyage interstellaire. Ça c'est ouf. J'y crois un petit peu, Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'y crois un petit peu et j'espère que ça pourrait se passer comme ça parce que ça expliquerait beaucoup de choses. Ça expliquerait les voyages interstellaires, ça expliquerait la puissance, ça expliquerait l'avancée technologique, ça expliquerait aussi les différentes différences de peuples, tu vois. Le fait que les Skypéens viennent, tu vois. En plus, le fait qu'ils vivent tous dans le ciel, dans des îles célestes, c'est sûrement pour être au plus proche de la Lune parce que voilà, leur terre leur manque, je sais pas, tu vois. Je pense que ça a une cohérence vu comme ça. Donc ça pourrait être pas mal. Et je vous ai dit plein de choses dans cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé. Donc là, je vais terminer la petite auto-promo, les gars. N'oubliez pas, petite souscription YouTube, toujours dispo. N'hésitez pas à y aller parce que ça soutient énormément financièrement le développement de la chaîne. En plus, on avance vraiment bien. Là, je suis assez content de ce qu'on fait. YouTube, des fois, il m'aime bien, des fois, il m'aime pas, tu vois. Et c'est souvent pareil, c'est un cycle, en fait. C'est que YouTube va me mettre en avant de ouf. Je vais avoir des bonnes stats et tout. Les vidéos vont marcher et tout. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que ça coupe. On sait qu'il y a des règles YouTube, comme par exemple si tu baisses le niveau de... Pas le niveau, mais plutôt le nombre de tes vidéos. Si tu diffuses beaucoup moins qu'avant, bah YouTube, il va te mettre moins en avant. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, qui sont réels dans l'univers de YouTube. Mais j'ai pas baissé le rythme. Donc ça veut dire qu'il y a un truc derrière qui fait que ça baisse un petit peu les stats. Mais c'est pas grave, on s'en fout.
On est là pour kiffer, donc n'hésitez pas si vous voulez aller chercher des théories ou des trucs. Là, je suis toujours actif, hein, si vous me voyez plus, c'est vraiment pas de ma faute, c'est vraiment l'algorithme. Hein, alors que moi, là, je suis tous les jours fidèle au poste. Hein. Tonton Marc qui nous dit retour 1K, les gars. Ouais, on y est bientôt, les gars, on y est bientôt. Hein. Je pense que là, cet été, il y a moyen que. Il y a moyen qu'on cartonne. Donc là, on va faire plein de nouveaux lives et tout, histoire de diversifier un petit peu le contenu, de vous apporter un petit peu de nouveautés dans ce qu'on propose. Et je pense que ça va nous aider un petit peu pour cet été et tout. Donc n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter, activer la cloche des notifications. Je pense que ça, c'est important. Parce que justement, ça contre un petit peu le fait que YouTube ne mette pas en avant. Genre. Si jamais YouTube ne met pas en avant, bah tac, vous avez les notifications parce que vous avez activé la cloche. Donc n'hésitez pas les gars. Et comme je le dis à chaque fois, si vous ne pouvez pas soutenir financièrement, n'hésitez pas juste à liker, commenter et à follow. Ça suffit les gars parce que ça m'éclate de ouf. Le but c'est d'arriver au 1K, puis après au 10K, au 100K, etc. On continue comme ça. Et je vous proposerai plein de contenu. Donc voilà les gars. Pour la team YouTube, merci d'avoir suivi. Vive les jeux vidéo, vive One Piece comme d'habitude. Et pour la team Twitch, on continue.